La saison de hockey vient tout juste de débuter et on a décidé d'aller en jaser avec un ancien joueur de la LNH. Aujourd'hui, on entre dans la bulle du seul et unique Georges Laraque. Georges, tu as été 13 saisons dans la Ligue nationale, c'est pas rien. Est-ce que tu as comme une petite frénésie à l'intérieur à chaque début de saison de hockey? Bien, c'est sûr qu'au début, oui. Plus au début parce que tu es plus comme une recrue. Mais quand ça fait 13 ans, après 5-6 ans, c'est plus pareil. Là, c'est plus comme un travail. Tu sais, c'est plus la même excitation. Surtout aussi que le fait que, tu sais, je suis un batailleur, c'est pas la même chose non plus. Parce que quand tu vieillis et tu te bats, c'est de plus en plus dur. Donc, c'est pas, je voyais pas vraiment la game de la même façon qu'un joueur talentueux, admettons. Fait que c'est pour ça qu'avec l'âge, je me disais toujours, il faut que je fasse attention parce qu'à un moment donné, je vais être un petit peu trop vieux pour faire ça. Mais au moins, pendant mes 13 années que j'ai joué, je me suis jamais fait mal de ce côté-là. Puis pour moi, c'est ce qui était le plus important. La vie aussi des joueurs est très médiatisée. As-tu trouvé ça difficile, toi, de jouer à Montréal? Ben moi, je savais que c'était comme ça. C'est pour ça que quand j'étais recru, quand je me suis fait repêcher par une Ligue nationale, j'avais dit publiquement que je voulais pas jouer pour le Canadien de Montréal. Le monde m'avait trouvé fou de dire ça. Mais tu sais, j'ai pas dit mon rêve d'enfance de jouer là-bas. J'ai vraiment dit ce que je pensais. Parce que je savais qu'en tant que recrue, jouer là-bas, avec toute cette pression-là, ça allait pas m'aider. Mais après une couple d'années dans la Ligue nationale, là, c'était pas pareil. Je savais le marché de Montréal était comment, mais vu que je suis né ici quand même, puis ça donnait la chance à mes amis de me voir jouer à Montréal, je me suis dit, OK, là, je suis prêt pour ce marché-là. Puis de toute façon, ça me dérangeait pas. Ça n'existe pas la mauvaise publicité. Parlez-en bien ou parlez-en mal. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Puis ça m'a aidé énormément dans mes business. Parce qu'en bout de ligne, on est juste des joueurs de hockey. Fait que si tu fais couler de l'encre, que ça soit positif ou négatif par rapport à ton sport, mais quand le sport est fini, tout le monde te connaît. Puis quand tout le monde te connaît, ça crée des opportunités. Quand tu as commencé à jouer au hockey, tu as été victime d'intimidation beaucoup, entre autres à cause du racisme. Tu as dit que tu as remercié ces détracteurs-là parce que c'est eux qui t'ont permis de continuer, parce que toi, au départ, le hockey, c'était pas ton sport préféré. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'en croiser un après ton entrée dans la Ligue nationale? Croisé, non. Mais effectivement, il fallait choisir entre le hockey, le soccer puis le football américain. Puis même le soccer, c'est mon sport préféré. Puis quand j'étais jeune, c'est sûr qu'avec la carrière que j'ai aujourd'hui, si j'avais choisi le soccer, j'aurais pas été plus loin parce que je suis bien trop gros pour être un joueur de soccer, mais quand même à 15 ans, j'étais vraiment bon, il fallait que je fasse un choix. Puis vraiment, le hockey, étant donné que c'est pour moi, comme tu viens de dire tantôt, j'ai passé à travers tellement d'obstacles que je voulais le chemin le plus difficile pour pouvoir inspirer d'autres minorités qui vivent les mêmes choses que moi, mais qui abandonnent. Tu sais, souvent, là, quand tu vis à travers du racisme, sur quel que soit le rêve que tu as, ce que tu veux faire, quand c'est trop dur, le monde va abandonner. Des fois, moi, je me suis dit, si je reste dans le hockey, je vais inspirer des jeunes à rester dans la même chose. Fait que quand j'ai passé la Ligue nationale, puis j'ai remercié mes dénigreurs publiquement, bien, c'est plus par email. Il y en a plein à travers mon site web qui m'ont écrit puis qui se sont dit, je m'excuse. Mais tu sais, c'est des jeunes qui avaient mon âge aussi. Fait que, tu sais, qui disaient des choses vraiment qui ne savaient pas qu'est-ce qu'ils disaient, ça venait de leurs parents. Mais c'était quand même fun de voir 3-4 personnes qui m'ont écrit par email, qui se sont dit, les personnes que tu parles, je fais partie de ceux-là. Puis je m'en ai voulu toute ma vie, puis je voulais m'excuser par rapport à ça. Puis c'est sûr que j'accepte leur excuse. Ça prend quand même, il faut être un homme pour être capable de reconnaître ses erreurs puis de s'excuser. Puis moi, de notre côté, c'est facile d'accepter les excuses. J'étais dans la Ligue nationale. Oui, pour moi, clair. c'était facile de dire, il n'y a pas de problème. Dans vos dents! Ouais, tu m'as donné une motivation additionnelle. Donc, pour ça que tout arrive pour une raison. Tout est toujours connecté dans la vie. Alors, moi, je les ai tous remerciés quand même, mais j'ai trouvé ça spécial. Justement, on le sait, tu es végétalien. Tu as décidé de prendre cette décision-là quand tu as fait la narration française du documentaire Earthlings, entre autres dû à l'horreur et la souffrance que les humains font vivre aux animaux pour leur consommation. Est-ce que, suite à ce changement-là, tu as eu un regard différent sur la violence au hockey? Ben moi, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la violence au hockey. C'est plus les mangeurs de viande que quand je parle du végétalisme qui disent « Toi, tu pétais des gueules, puis là, tu défends les animaux, là. » c'est un paradoxe, ça marche pas ton affaire. Là, quand le monde me dit ça, j'adore ça. Qu'est-ce que tu réponds? Je leur dis, OK, les gens avec qui je me battais faisaient des millions puis étaient consentants. Pointe-moi un animal qui est consentant de se faire égorger pour finir dans ton assiette. Là, après ça, ils changent de sujet. Mais tu sais, c'est pas la même chose. Puis, tu sais, je comprends que le hockey, ce que je faisais, tu sais, c'était un divertissement, c'était un sport, c'est ce que je faisais pour vivre. Mais j'ai toujours dit que j'aimais pas ça me battre. Je le faisais parce que c'était mon travail. Mais c'était pas moi. Les gens qui me connaissent comme personne, même avant que je sois végétalien, ils te diraient, je me suis jamais battu en dehors du hockey, en dehors de la glace. Puis c'est pas moi comme personne. Tu sais, c'est un rôle que je faisais sur la patinoire, puis là, maintenant, c'est fini. Ben, c'est fini.
Puis défendre des animaux, mais ça en prend des gens parce que les animaux, ben, comme vous le savez, ils peuvent pas parler. Ils n'ont pas de voix. Donc, s'il n'y a pas des personnes comme moi qui peuvent être la voix des animaux pour les défendre, est-ce que tu imagines les lois aujourd'hui seraient comment? Si on voit comment les animaux aujourd'hui sont exploités en 2016, s'il n'y avait pas des gens pour leur défense qui n'avaient pas émis des lois pour que les choses soient quand même, à mes yeux, c'est jamais acceptable, mais moins pire que ça pourrait l'être. Un peu plus d'humanité, là. T'imagines-tu le non-contrôle qu'il y aurait dans ce monde-là? Puis en plus, c'est prouvé que les gens, puis souvent on parle des serial killers du monde qui font des mal à des humains. Ils vont commencer sur les animaux. Exactement. Donc, si on n'a pas de contrôle là-dessus, mais quand après ça, tu es habitué de tuer, maltraiter des animaux, après ça, c'est les humains, là. C'est la prochaine étape. Donc, c'est pour ça que les gens, ils font pas de parallèle avec ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, mais tout est important dans la vie. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Quel préjugé t'es écœuré de te faire dire en tant que végétalien? Le plus gros préjugé, c'est que c'est impossible que tu sois végétalien. C'est sûr que tu manges la viande avec gros de même. Parce qu'on va se dire, là, la protéine, là, genre, j'en manque pas. Ouais, non, mais ça, c'est la deuxième question. Le premier, c'est que le monde n'y croit pas que je suis végétalien parce qu'ils disent que tu peux pas être gros de même. Puis, tu sais, quel que soit le mode de vie que tu choisis de manger, si tu manges trop de patates, trop de glucides, trop de pâtes, tu vas y enfler, là. Tu peux exploser pareil, là. Tu sais, c'est comme ça n'a pas rapport avec la grosseur. Mais l'affaire des protéines, bien entendu, c'est ma plus grosse question. Tu fais quoi pour des protéines? Je me fais tellement poser cette question-là que j'ai fait un T-shirt qui dit « Voici ce que je fais pour des protéines », puis c'est énuméré tous les aliments qui sont là. Puis des fois, je le mets, puis là, quand le monde est là, je le tire, je prenais une photo, parce que je me fais poser cette question-là tous les jours. Tous les jours. Les gens pensent que la protéine, c'est de la viande, alors il faut que je réexplique au complet qu'est-ce que c'est. Mais... Est-ce que tu vois qu'il y a un changement, comme là, moi, je dois le dire, Georges m'a un peu influencée, même beaucoup, parce que je suis aujourd'hui végétarienne. Est-ce que il y a des gens qui viennent te voir puis qui te disent « Hey, moi, je t'ai vu, je vois que tu es bien dans tout ça, que tu n'es pas chétif puis que tu n'es pas en train de mourir de manque de protéines. » Est-ce qu'il y a du monde qui sont venus te voir et t'ont dit « T'as changé ma vie à ce côté-là? » Bien, énormément. Même quand je jouais avec les Canadiens de Montréal, ma dernière année, il y a des joueurs qui ont fait des changements. À tous les jours, des gens qui écoutent mon documentaire qui font des changements. On s'entend, quand tu écoutes Tari, on ne peut pas rester indifférent à ça. Donc, il y a plein de gens, quand ils voient comment que ça affecte leur santé, ils font des changements. Des gens qui ont vu que je cours des marathons, j'ai fait beaucoup de choses à cause de mon mode de vie alimentaire, ils font des changements. Les gens qui ont vu le documentaire que j'ai fait avec Julie Schneider puis Sophie Durocher, La face cachée de la viande, qui est sur YouTube, quand ils ont vu mes tests que j'ai fait physique avant et après, ça les inspire à faire des changements. On voit même la tendance au Québec. À chaque année, il y a une croissance de 10% des restaurants végétariens qui existent. Les menus qui sont en train de changer. Le tofu qui augmente dans les supermarchés. Le lait de vache qui se fait remplacer par le lait de riz, le lait d'amande, le lait de noix, tout plein de choses. La tendance présentement de la société, c'est en train de changer. C'est fou, on n'aurait jamais vu ça avant, mais maintenant, la nouvelle génération, les enfants sont plus... C'est eux maintenant qui veulent changer, qui veulent mieux manger. C'est sûr, la vieille génération, on se dit, moi j'ai vécu de même toute ma vie, j'ai crevé de même, puis je vais pas changer parce que dans leur temps, la viande, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas de la vente commerciale injectée avec des hormones de croissance, des produits chimiques pour faire pousser le plus vite possible avec n'importe quoi, là. Fait que c'est aujourd'hui que c'est plus néfaste que dans le temps. Aujourd'hui, la nourriture est tellement transformée. C'était pas comme ça dans le temps. Fait que c'est pour ça que l'ancienne mentalité, eux, ils veulent pas changer parce qu'ils sont habitués à quelque chose, mais les enfants qui grandissent, l'environnement de demain, eux qui se disent « Moi, là, est-ce que je vais avoir une vie saine ou je vais avoir le cancer dans 20 ans? » Donc, c'est pour ça que c'est en train de changer tranquillement, puis c'est le fun de voir ça parce que les gens sont de plus en plus préoccupés par leur santé. Georges, si aujourd'hui je suis habillée en arbitre, c'est parce que je vais te donner une punition mineure. En passant, c'est l'arbitre la plus sexy que j'ai jamais vue. Écoute, c'est gentil parce que c'est genre un 2XL. Fait que, on s'entend que c'est pas vraiment le synonyme de sexy, mais bon, merci, t'es fin, je le prends. Je vais donner une punition mineure. Au lieu de 2 minutes, ça va être 1 minute. Ça va être des questions en rafale. Tu peux pas t'enfuir, tu dois rester sur ton banc. Et tu dois absolument répondre. Je vais utiliser le sifflet qui ne sert pas à rien, qui n'est pas accessoire. On y va. Oui. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Ah, des films tristes. Moi, il y a beaucoup de films que j'ai écoutés que j'ai pleuré, dont Notebook, Armageddon, Des souris et des hommes. La ligne verte? Oui, ça aussi. Ouais, mais tu le dis en français, c'est correct. J'écoute juste des films en anglais, fait que j'essaie de me souvenir des traductions, mais des films, facilement, je peux pleurer. Le joueur de la LNH que tu as le plus détesté pendant ta carrière? Sean Avery, parce qu'il m'avait fait des propos racistes. Salaud. Celui qui a été le plus facile à mettre KO? Le plus facile... Rob Ray.
Robray, un gars qui jouait à Buffalo. J'étais recru dans ce temps-là. Puis, Il manquait de protéines. Ah ouais, il mangeait trop de viande. Le pire commentaire Facebook qu'on t'a écrit? Le pire commentaire Facebook qu'on m'a écrit? Des propos racistes. Ça arrive souvent. À tous les jours, il faut que je les regarde. C'est fini! Mais on va continuer quand même. OK, fait que encore aujourd'hui, t'en as? Ouais, j'en ai encore aujourd'hui. Fait que il faut qu'à tous les jours, je fasse sur Twitter, sur Facebook, étant donné que j'ai 300 000 personnes au total dans mes 2 réseaux sociaux, il faut que j'efface les gens là-dessus. Wow, hein? Bien, Georges, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Puis pour tous ceux qui pensent que j'ai magiquement grandi, je n'ai pas grandi. Je suis sur une belle petite boîte comme ça. Parce que sinon, honnêtement, ça faisait pitié. Là. J'arrivais comme à la poitrine de Georges. C'était pas très beau. Mais merci beaucoup, Georges. Puis bonne chance dans tout ce que tu entreprends. On te suit puis on t'aime.